Bonsoir mesdames, messieurs, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle édition de SOS Parents qui démarre à l'instant. Quelques mois après avoir donné la vie, vous devez confier votre bébé à une nounou, une personne qu'on ne connaît pas, mais qui doit désormais accompagner, réconforter et nourrir nos enfants de valeur lorsque nous ne sommes pas là. Question ce soir, comment choisir son assistante maternelle? Quels sont les critères qui rentrent en jeu? Comment créer une relation durable avec la nounou? Restez des nôtres, nous allons déchiffrer tout au long de cette émission avec le concours de nos invités. Notre rubrique Mots d'enfant braque les projecteurs ce soir sur les pellicules chez les enfants. Et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent désespéré par son fils qui a des problèmes d'énurésie nocturne. Voilà présenter la vitrine de cette émission. Nous serons ensemble jusqu'à 22h moins quelques minutes. Trouver l'assistante maternelle qui va prendre soin de la prunelle de nos yeux. En notre absence, ça n'a rien de simple et peut même parfois être un véritable parcours du combattant. Entre les annonces sur les réseaux sociaux, les affiches, les recommandations des amis, pas facile d'opérer un choix. Alors pour vous donner quelques clés pour résoudre cette équation, nous recevons Madame Micheline Samet. Bonsoir Madame Micheline Samet. Bonsoir Adi, bonsoir chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes coach des parents. D'entrée de jeu, c'est quoi le rôle du nounou? Le rôle du nounou, c'est de seconder la maman. Tout le monde sait que lorsqu'une maman donne naissance à un enfant, c'est elle qui en prend soin de façon naturelle. Mais le modernisme fait qu'il arrive des moments où la maman n'est pas toujours à côté de l'enfant et bien des fois, c'est malgré elle. Alors, il faut trouver une maman de remplacement. Alors, le rôle de la nounou, c'est d'être cette maman de remplacement. Colin Bekatal est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien ce soir? Oui, très bien, merci. Vous avez fait une incursion dans le quotidien d'une nounou. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Loïc Ngemnon et Abdoungoma. Être parent, voilà un métier passionnant mais combien exigeant et de longue haleine. Une charge qui requiert que l'on soit à la fois médecin, juge, cuisinier, mais alors protecteur. Oui, il faut garantir la sécurité de l'enfant par entre autres une bonne constitution affective, laquelle exige des portions copieuses de la présence des parents. Mais le constat est tel que certains parents sont aujourd'hui soumis à un schéma de vie que leur impose une société capitaliste. Avec nos occupations, on ne peut pas tout faire. On est obligé des fois de confier nos enfants, malgré nous, à des personnes qu'on ne maîtrise pas. La question n'est pas anodine dans la mesure où un enfant de 3 ans, par exemple, ne saurait se souvenir d'une leçon de prudence qui lui aura été inculquée. Il faut une présence permanente d'un guide. C'est pour concilier ces obligations parallèles qu'une autre femme est promue nounou. C'est à elle, dans la plupart des cas peu connus, que va incomber des soins d'un enfant qui n'est pas le sien. Des palliatifs qui, dans les faits, dévoilent souvent leurs lacunes. Il m'est arrivé une fois de prendre une nounou qui a abandonné mon enfant dans la maison, qui a enfermé mon enfant dans la maison, qui est partie je ne sais où, parce qu'elle était à ses heures de travail. Et c'est le vigile, Dieu merci, qui avait mon numéro, qui m'a appelé pour me dire, madame, votre enfant pleure dans la maison depuis pratiquement 3 heures de temps. Qu'est-ce que je fais? Je vous appelle parce que moi, je n'en peux plus, je veux casser la porte. Aussi désolant que cela puisse être, certains enfants paient au prix fort le souci des parents d'améliorer le sort, ou plutôt le confort de la maisonnée. Il est arrivé que des pauvres petits soient voués à l'insu des géniteurs à une maltraitance insoupçonnée. Et certains nounous sont grossières. Elles peuvent insulter les enfants, taper même également. L'enfant fait quelque chose qui ne va pas. Au lieu de l'amener à comprendre, non seulement tu l'insultes, tu parles grossièrement sur l'enfant, parfois mettre même la main sur l'enfant. Il y aurait même des nounous aux puissants horizons mieux occupés à séduire le père qu'à bien s'occuper des enfants à elle confiés. Si par exemple la nounou a des relations avec le monsieur de la maison, en ce temps-là, elle se dit qu'elle aussi est la dame de la maison, donc elle fait à peu près comme la dame de la maison, plus même que la dame de la maison.
Quand on prend les nounous, ça peut être les amitiés avec le monsieur de la maison. Et en ce temps, elle est à mesure de faire du mal à l'enfant. Elle est à mesure de faire des caprices à l'enfant. En l'absence des parents, de quelle valeur autre que celle des géniteurs les enfants pourraient-ils s'imprégner? Celles qui éduquent beaucoup plus nos enfants, ce sont les nounous. Et puis, il y a des nounous qui passent toute la journée, quand la maîtresse de la maison est partie, elles te mettent à longueur de journée les telenovelas. Et puis voilà, et c'est comme ça que l'enfant se retrouve en train de regarder n'importe quoi. Et après, ça a des répercussions sur l'éducation de l'enfant, peut-être à travers des mots, à travers des gestes. Si le profil inadéquat de la nounou et son élan malveillant sont souvent pointés du doigt, il est aussi à envisager que la maltraitance des enfants soit la conséquence d'une frustration de l'employé causée en réalité par un employeur méprisant. Il y a certains enfants qui s'attachent tellement aux nounous. De là, c'est à toi de leur ramener, faire comprendre à l'enfant que voici maman et que toi, tu es la seconde maman. Elles vont commencer à te jalouser, à créer des problèmes à la maison, que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais par contre, tel n'est pas le cas. C'est juste parce que l'enfant t'a aimé, tu es plus aimé par rapport à elle. Elle se sent frustrée, elle se sent... Lorsqu'à cette dernière, on reproche de voler à la mère l'attention des enfants, ces derniers pourraient en payer le prix élevé. Mais la conjoncture dicte sa loi et la tendance prend de l'ampleur. Le secteur se restructure, laisse entrevoir des perspectives d'une véritable industrie, une approche nouvelle qui offre ses avantages. Moi, j'ai essayé avec celles du quartier et j'ai essayé avec des professionnels. Des fois, au niveau du management, c'est très compliqué, hein, surtout pour nous. Et quand vous prenez une professionnelle, c'est vrai, vous n'êtes pas totalement garant de la personne. En même temps, c'est mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne suis pas satisfaite, je ne taperai pas sur la nounou, je taperai sur le professionnel qui me l'a envoyé. Sachant que c'est son gagne-pain, il va se démerder à me trouver une solution très rapidement. Quoi qu'il en soit, rien en somme, semble-t-il, ne vaut des soins exclusifs des enfants par leurs géniteurs. C'est le cadre originel et alors adéquat pour le bien-être à court, à moyen et à long terme de l'enfant. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission c'est SOS Parents, plateforme d'accompagnement des parents dans le processus d'éducation de leur progéniture. Et ce soir, on parle des nounous. Colin Bécatal, vous avez intitulé votre papier « Nounou, atout ou danger ?» pour l'enfant. Alors, je vous retourne la question, nounou, atout ou danger? Eh bien, la réponse à cette question se résume à tout ce qui a jusqu'ici été dit. Fondamentalement, l'enfant a été fait, voyez-vous, pour qu'il soit élevé par ses parents, par ses géniteurs. Mais en raison de la situation conjoncturelle, les nounous peuvent être présentés comme étant des atouts. Parce qu'au moins, la maman, en l'occurrence, n'est-ce pas, qui n'est pas la certitude de ce que l'enfant ne vagabonde pas. Voilà, il ne déambule pas. Lorsqu'il est tout petit, moins si elle sait qu'il y a quelqu'un qui a l'œil sur l'enfant, il ne court pas le risque d'être électrocuté, de se couper le doigt et ainsi de suite. Dans ce sens, on comprend que des nounous sont devenus des atouts parce que le souci de joindre des deux bouts nous oblige d'éloigner notre enfant. Et tout au moins, on sait qu'il est dans un cadre sécuritaire. Mais ça peut aussi être un danger lorsque, à partir du moment où la personne qu'on recrute n'est pas une personne qu'on connaît depuis très longtemps. Voilà. Alors, il y en a qui sont foncièrement malveillants. Lorsqu'on a regardé le reportage, on a vu l'image d'une femme qui maltraitait littéralement un bébé d'à peine 3 mois. Alors, il y a des gens qui parcours des lieux qui promènent des frustrations et puis les déversent sur des enfants. Et il y a des gens qui malmènent des enfants, d'autres qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas pu avoir d'enfants et puis qui en veulent. S'appuient sur leur situation et ont tendance, n'est-ce pas, à maltraiter des enfants. Il existe cependant ce que je vais appeler un danger qui, a priori, n'est pas perceptible. Voilà. Vous voyez, les nounous sont des individus, des personnes qui viennent d'autres familles, avec des ossatures affectives qui n'est forcément pas la nôtre. Nous avons une éducation, un chemin que nous avons établi pour notre enfant.
nous voulons qu'il soit par exemple généreux. Et la nounou qui arrive avec cette tendance, n'est-ce pas, à être radin, voilà des choses qu'elle va inculquer à l'enfant. Et il y en a qui sont insulteurs, voilà, l'enfant va apprendre à insulter. Il y en a qui ne sont pas très sélectifs, qui ne font pas de la censure dans le choix de leur divertissement. Alors on se rend compte de ce que, même lorsque ce n'est pas forcément dans une mauvaise intention, on aura confié notre enfant à quelqu'un qui va lui donner une autre personnalité que celle qu'on aura vraiment souhaitée. Dans le reportage Colin Bécatal, la nounou a relevé qu'elles sont souvent pointées du doigt par certains parents qui les accusent de vouloir voler l'affection de leurs enfants. Oui. Et puis c'est tout à fait normal, voyez-vous, parce qu'on sait que l'affection, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Et la présence est très très importante pour ce qui est, n'est-ce pas, de créer, de consolider les liens. J'ai utilisé une expression, n'est-ce pas, dans mon reportage, je disais des portions copieuses. Voilà, une expression, bien entendu, que j'ai empruntée, moi aussi, dans un ouvrage que j'ai lu. Alors, lorsque la nounou passe la plupart du temps avec l'enfant, la nounou écoute l'enfant, la nounou s'occupe de l'enfant, parce que les enfants sont aussi sensibles, petit soit-il. L'enfant sait qu'il lave ses habits, l'enfant sait qu'il le lave. La nounou joue avec l'enfant. Alors, il est tout. Par contre, la nounou, l'enfant ne voit sa mère ou ses parents qu'à un temps vraiment c'est-à-dire un laps de temps ponctuel. C'est tout à fait normal que l'enfant se rapproche de. Et puis, bon, cette jalousie, elle naît parce que la maman estime que la nounou est là, elle est employée. Comment se fait-il que finalement elle accorde? Et puis, ça se ressent. Lorsque la maman est là, la maman peut discerner, se rendre compte de ce que lorsqu'elle demande à l'enfant de faire quelque chose, il est un peu plus réticent que lorsque c'est la nounou qui lui demande. Alors, lorsqu'ils sont assis, l'enfant a tendance plutôt à rentrer entre les jambes de la nounou plus. Elle négocie le plus longtemps, n'est-ce pas, lorsqu'elle veut bénéficier de cet amour, cette affection, bien le partager, le faire savoir à son enfant. Et c'est tout à fait normal. Alors, c'est donc le lieu, n'est-ce pas, de faire comprendre que chercher de l'argent, c'est bien. Encore qu'il y en a qui ne le cherchent pas pour améliorer leur sort, mais leur confort. Ça veut dire qu'ils en ont déjà, mais il en faut davantage pour pouvoir... ils croient qu'ils peuvent remplacer cette absence par des gadgets ou bien par une nounou. C'est à eux de comprendre que la recherche de l'argent est importante, mais s'occuper de ses enfants, c'est-à-dire créer cette amitié, cette complicité avec ses enfants, c'est encore bien plus important. Merci Colin Bécatal. Vous avez une fois de plus planté le décor de cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bien entendu, nous y serons. S'il plaît à Dieu. Madame Micheline Samé, quelles sont les qualités essentielles d'une bonne nounou? Je dirais que ce sont les qualités de la maman de l'enfant. Parce que on est d'accord que la nounou va remplacer la maman. Ça veut dire que il faut que la nounou soit ce que la maman est, ou ce que la maman aurait été. Donc de ce point de vue, il faut déjà savoir quelles sont les qualités d'une bonne maman. Attentionnée, équilibrée, mature. Il faut savoir quand souffler le chaud et le froid. Il faut savoir se fixer des objectifs et puis savoir manager. C'est encore de petits enfants. Donc toutes ces choses doivent revenir en tête à la maman lorsqu'elle cherche la personne qui sera son double ou son clone en fait. Donc les qualités de la nounou sont exactement ou à peu près les qualités de la maman, parce que la nounou va jouer le rôle de la maman. Donc, il faut que la nounou soit une autre maman, justement pour pouvoir attirer l'affection de l'enfant. On est d'accord que éduquer l'enfant, c'est pas comme à l'école où on va lui apprendre le français, l'anglais. Il y a une très grande dimension affective. Et il faut justement que cette nounou puisse déclencher l'affection de l'enfant, l'attachement de l'enfant. Donc, de ce point de vue, il y a beaucoup de qualités qu'elle doit avoir. Pour pouvoir substituer à la maman avec ses valeurs, est-ce qu'on doit au préalable avoir une période d'adaptation? C'est-à-dire où la nounou vient, elle regarde comment ça se passe comment la maman s'occupe de son enfant. Dans l'idéal, ça devrait être ça. Parce que, en principe, pour que l'enfant ne soit pas traumatisé, il ne devrait pas sentir une grande cassure entre les soins que sa maman lui donne et les soins que la nounou lui donne. Dans la pratique, il y aura toujours cette cassure. C'est incontournable. Mais pour le confort de l'enfant, il faut pouvoir
je vais dire, diluer cette cassure-là pour que l'enfant ne souffre pas de ça. Donc, de ce point de vue, oui, il faut que la nounou passe un peu de temps avec la maman pour voir à peu près comment la maman se comporte, pour pouvoir prendre le relais. Évidemment, ça demande que la nounou ait une certaine maturité pour pouvoir s'adapter et qu'elle se dise qu'elle ne vient pas, ce n'est pas à elle d'éduquer l'enfant, mais elle va être la continuité de ce que la maman de l'enfant fait. Donc, par exemple, si dans son milieu, on ne permet pas certaines choses qu'elle appellerait des libertés à l'enfant et qu'elle arrive dans une maison où le mode opératoire de la maison, c'est de laisser justement une certaine liberté d'expression ou liberté d'action à l'enfant. Il faudra qu'elle soit assez mature pour trouver à quel niveau dire non, ici je peux pas permettre, ou alors de dire bon, c'est leur façon de faire, si ça leur convient, moi je suis juste là pour être la continuité. Dans le choix que ça met, on a généralement les recommandations, les affiches, les réseaux sociaux. Comment faire le tri? Ce n'est pas évident. Vraiment, ce n'est pas évident. Avant d'être coach, je suis aussi une maman et j'ai moi-même eu à utiliser les nounous. Vraiment, ce n'est pas évident. Il y a, ça a été dit tout à l'heure, une très grande dimension affective entre une maman et son enfant. Donc, quand on va confier son enfant à quelqu'un, on aimerait être rassuré le plus possible et finalement, on a toujours quelques appréhensions. Bon, dans la pratique, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se fie aux gens qui connaissent un peu mieux la personne. Ce qui est certain, c'est que la nounou va garder l'enfant quand on sera pas là. Donc, on ne garantit vraiment pas. On laisse un peu nos enfants à Dieu parce que vraiment, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a quand même une petite crainte. Alors, on est rassuré en se disant, bon, si c'est ma cousine qui l'a amenée, je suppose qu'elle la connaît un peu et puis me connaissant un peu, elle pense que ça peut matcher un peu entre nous. Donc, on peut faire un peu plus confiance. Mais bon, peut-être qu'on va revenir sur les conditions pour sélectionner la nounou parce que au-delà de ce que au-delà des recommandations et autres, il y a une dimension, je ne sais pas comment on dit en français, le feeling. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français. L'instinct, il y a un instinct qui doit vous rapprocher de la personne à qui vous allez laisser votre enfant. Ça veut dire que si la dame est professionnelle à 100% et qu'il n'y a pas cette dimension, elle n'est pas la bonne personne pour votre enfant. Même si dans la pratique, elle maîtrise tout. Parce qu'il y a une partie, je ne vais pas dire surnaturelle, il y a une partie très affective qui doit lier l'enfant à la personne qui garde l'enfant. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses. Peut-être qu'on va revenir dans les procédures, les interviews et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait le plus, et ce que moi je faisais quand mes enfants étaient petits, c'est que je me fiais beaucoup plus aux recommandations. Bien sûr, chez moi, on échappait pas à l'interview. Ça, c'était sûr. Mais au moins, la personne que j'allais interviewer devait m'être recommandée par quelqu'un en qui j'ai confiance, toujours avec la petite idée derrière la tête que si jamais ça ne va pas, bon, je peux aller lui dire que vraiment, parle à ta personne. Et puisqu'on parle des recommandations, elle a sûrement l'adresse qu'il faut pour capter la perle rare. Madame Anne-Marie Couquet est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Adi. Bienvenue. Bonsoir Micheline. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes responsable d'une agence de placement du personnel de maison et d'entreprise. Comment vous faites la sélection de vos nounous? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour débattre de l'émission SOS Parents. Et aussi parce que le thème d'aujourd'hui est un thème très important et qui va directement en droite ligne avec ce que nous faisons. Alors, chez nous, à MGS, Merigoat Service, comment se fait la sélection de nounous? Donc, déjà, une fois que nous avons lancé l'appel d'offres, nous recevons des candidatures via nos adresses électroniques ou directement physiques. Alors, les dossiers sont constitués de quoi? On va vous demander comme ça, de but en blanc, un CV, un plan de localisation, une lettre de motivation et des photos. Une fois que les dossiers sont réceptionnés, nous allons faire une analyse de ces dossiers. Mais nous nous appuyons plus sur les CV et la lettre de motivation. Pourquoi? Parce que le CV ressort en fait les aptitudes de la personne. Et la lettre de motivation, effectivement, dit pourquoi est-ce que vous voulez faire ce métier. Alors, dans le contexte camerounais, une fois que nous faisons cette sélection,
nous appelons les candidates en entretien parce que la sélection peut être biaisée, mais une fois qu'on les a en entretien, on est plus sûr de ce qu'on recherche. Alors, quand nous les appelons en entretien, une fois que nous avons fait le tri des CV, en fait, une fois que nous avons fait l'analyse, parce que nous mettons l'accent sur quoi lors de la sélection, nous mettons l'accent sur l'expérience, sur l'âge et sur le diplôme. Alors aujourd'hui, on va peut-être nous dire que le diplôme n'est pas nécessaire, mais comme je disais tantôt, on est dans une société moderne qui évolue et quand nous, on parle de nounous, chez nous, on met l'accent sur l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce que cette personne qui va être le relais du parent va transmettre en cet enfant. Donc, pour nous, il est nécessaire qu'elle ait quand même une certaine base en termes d'éducation. Voilà, donc on met l'accent, je reviens sur l'expérience, sur l'âge et sur le diplôme. Et quels sont les profils les plus sollicités par les parents? Alors, l'expérience que nous avons, c'est que les parents, en fait, généralement sollicitent l'expérience, l'âge. C'est-à-dire quoi? Un parent va vous dire, OK, moi je veux quelqu'un qui est déjà maman, parce qu'elle estime que si tu n'as pas été maman, tu ne peux pas connaître ce que c'est que garder un enfant. Ou alors, si tu n'as pas eu la chance d'être maman, tu as déjà eu à garder des enfants. Oui. Et aussi d'autres parents, effectivement, sur le diplôme, parce qu'elle aimerait vraiment que tu ne viennes pas dire à son enfant que on dit je l'ai dit que non, c'est pas normal. Donc voilà un peu les profils que les parents recherchent. Donc une fois qu'on leur a donné ce profil, les parents aussi, justement, les prennent en entretien. Par exemple, quand on envoie des profils aux parents, ils jugent nécessaire qu'eux-mêmes, ils entretiennent les profils qu'on les a envoyés. Quand on les accompagne, on accompagne nos candidates en entretien chez les clients. Alors, nous, on a remarqué que généralement, le parent aimerait créer une liaison de confiance avec le personnel qui va s'occuper de son enfant et ce n'est que normal. Donc, généralement, elle va lui poser des questions sur la moralité, elle va poser des questions, en fait, comme elle a dit, au feeling aussi parfois. Peut-être le bébé ou l'enfant peut être là. Il y a des bébés en bas âge qui, comme ça, vont fuir la nounou. Donc, par contre, une autre, pendant que vous causez, elle est en train de jouer avec l'enfant. Donc, il y a des petits signes qui montrent que celle-ci est plus intéressée par son métier. D'autres, elle est en entretien. Le bébé est là, elle ne s'occupe même pas de lui. Ou bien elle a fait une petite bourde, elle ne gère pas. Par contre, moi qui suis maman aussi, si vous êtes deux en entretien et que l'enfant peut être en train de pleurer, si toi, tu t'intéresses à l'enfant, dis non, il est en train de pleurer, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Ou mon bébé? Et toi, tu es resté de marbre. Non, je serais plus à même de te choisir, toi, parce que j'ai vu que tu as porté un intérêt au désarroi du bébé. Est-ce qu'il y a des règles d'or pour établir la confiance avec la nounou? Il n'y a pas de règles d'or en tant que telles, mais il y a des choses, des fondamentaux sur lesquels c'est incontournable. C'est chacun qui va fixer, entre guillemets, ses règles d'or, mais certaines choses, on ne peut pas éviter ça. Par exemple, est-ce que l'enfant sent la nounou? Entre guillemets, vous comprenez? Est-ce que l'enfant sent la nounou? Parce que de toutes les façons, la nounou va rester avec l'enfant là. Et il y a certains enfants, bon, c'est normal, au début, quand la maman va au travail, elle confie l'enfant à la nounou, elle part, au début, l'enfant pleure, c'est une déchirure, ça peut se comprendre. Mais si ça se répète une fois, deux fois, trois fois, une semaine, 2 semaines, vous devez vous poser certaines questions. Est-ce que l'enfant sent la nounou? Ça, c'est l'une des choses que... Là, je suis en train de vous parler avec mon cœur de mère, c'est pas en tant que coach. Si vous remarquez que votre enfant a tendance à fuir la nounou, ça doit vous interpeller, première chose. Deuxième chose, si vous voyez que la nounou est mécanique, ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait son devoir. Ça doit vous interpeller, mes amis. Ça doit vous interpeller. Rappelez-vous que votre nounou, c'est la suite de vous. Vous-même, lorsque vous êtes en train de répondre au téléphone et l'enfant pleure, vous faites quoi? Vous suspendez l'appel, vous faites quelque chose, l'enfant est la priorité. Mais si la nounou, c'est l'heure de, je dis n'importe quoi, de repasser, et puis si l'enfant pleure, elle repasse parce que c'est l'heure de repasser. Vous comprenez un peu quand je dis la nounou est mécanique, ça doit attirer votre attention. Elle doit avoir, entre guillemets, un cœur de mère. Ça veut dire qu'à un certain moment, elle doit aller au-delà de ce qu'elle devait faire. Nous, les mamans, nous tous, on connaît la phrase que l'enfant s'y dérange trop. Nous tous, on dit ça et après, on va résoudre le problème. Donc, les fondamentaux, c'est de savoir est-ce que cet enfant est lié, peut-être émotionnellement,
à celle qui va venir dans la maison. Deuxième chose, est-ce qu'elle réagit avec le cœur ou alors est-ce qu'elle fait seulement son devoir? C'est pas mauvais qu'elle fasse son devoir. Mais si elle ne fait que son devoir, ça doit attirer votre attention parce que justement, l'enfant n'est pas quelqu'un de carré. Comme elle a dit tout à l'heure, il va faire plein de bourdes. À un certain moment, il faudra qu'elle aille au-delà de ce qu'elle a voulu faire. Ça doit attirer votre attention. La troisième chose qui doit attirer votre attention, c'est le compte rendu. Lorsque vous rentrez le soir, comment a été la journée? S'il vous plaît. En plus d'écouter ce que la nounou dit, observez. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé avec mon propre enfant. Ma fille avait, je sais plus, peut-être 2 ans, quelque chose par là. Je suis sortie avec mon mari. Lorsque je suis rentrée, l'enfant a voulu venir vers moi spontanément et la nounou a dit « Reste là ». Je vous assure que l'enfant est rentré en elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle est rentrée en elle. Elle s'est fait toute petite. Si elle pouvait... Ça m'a... Au-delà de me faire mal, ça m'a donné l'impression que, mais on peut faire comme ça, la femme la traumatise, cet enfant. Comment un enfant va vers son parent et une autre personne dit, reste là. Et l'enfant rentre tellement. Donc, c'est pour dire, essayez de regarder les choses, analyser, n'écoutez pas juste le compte rendu. Regardez comment l'enfant se comporte quand vous êtes venu. Est-ce qu'il vient vers vous en pleurant? Vous imaginez que s'il aurait pu parler, il aurait dit que maman, on a failli me tuer ici aujourd'hui, heureusement que tu es arrivé. Bon, donc, observez, il y a des petites choses qui doivent attirer votre attention. Bon, évidemment, chacun a ses valeurs, ce qui lui tient à cœur, mais pour moi, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas lésiner. Madame Kemke, est-ce qu'au préalable, vous faites des briefings aux nounous que vous envoyez dans des domiciles? Bien évidemment, avant de les envoyer dans les domiciles, nous leur faisons un briefing sur le besoin de la cliente. Parce que quand les clientes nous appellent, effectivement, elles nous donnent un profil qu'elles veulent. Par exemple, elle va vous dire, OK, moi je veux quelqu'un par exemple 35 ans, je veux quelqu'un qui a déjà des enfants, je veux qu'on s'occupe de la laisser, je veux qu'on ne va pas nourrir mon enfant est capricieux. En fait, quand le candidat est là, avant qu'on le place, on lui dit, OK, tu auras affaire à tel genre de client, mais surtout, chez nous, il est important qu'il y ait une période d'adaptation. Parce que on dit toujours, on ne peut pas, parce que chacun, l'enfant, comme elle a dit tantôt, c'est une nouvelle personne qu'il va recevoir. Et la maman, nous on insiste, le parent doit trouver le temps pour pouvoir faire la transition. Voilà, entre le personnel qui va arriver et habituer l'enfant à ce que, voilà, maman ne sera plus tout le temps là, voilà tata qui va arriver. Voilà, donc généralement, ça se passe comme ça. Comment vous faites pour savoir que l'assistante maternelle partage les mêmes valeurs et la même vision de l'éducation avec les parents? Alors, je dirais que l'assistante maternelle ne partage toujours pas les mêmes valeurs que le parent, que la maman. Mais alors, c'est à la maman de transmettre ces valeurs-là à l'assistante maternelle parce que naturellement, chacun est constitué comme il est constitué avec ses valeurs et ses principes. Mais maintenant, quand vous venez dans ma maison, là, je me mets en tant que parent, ça veut dire, moi, je dois vous transmettre, je dois vous briefer sur les valeurs que je veux que vous transmettiez à mon enfant. D'accord, donc voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de période d'adaptation. C'est aux parents, c'est pour ça qu'on dit, chez nous, le personnel de maison, la nounou, elle ne remplace pas la maman. Parce que quand on dit remplacer, ça veut dire qu'on enlève ce qui était. Non, c'est un relais. Ça veut dire que c'est une suite de ce que la maman faisait déjà. C'est pour ça qu'on parle de période d'adaptation, parce que la maman doit pouvoir dire à la nounou, voilà ce que mon enfant aime, voilà ce que je veux. Donc, voilà un peu. Kossa, mais jusqu'où va les responsabilités de la nounou? Jusqu'où la maman va permettre que ça aille. J'aurais dit plus que jusqu'où les parents vont permettre que ça aille. Et ça dépend du ressenti de chacun. Il y a certains parents qui donnent beaucoup de liberté à la nounou parce que ils pensent que la nounou doit se sentir à l'aise pour bien garder leur enfant. Je prends un exemple tout simple. Elle est là pour garder votre enfant et puis vous lui interdisez de manger. C'est un exemple que je prends. Alors, elle va prendre la nourriture juste pour donner à l'enfant. Ce n'est pas mauvais. Sauf que si elle est frustrée, elle ne va pas bien faire son travail. Et entre un plat de nourriture et les soins qu'on donne à l'enfant, le choix est vite fait. Donc, le parent, à ce moment-là, se dit vraiment, on travaille pour la nourriture. Vraiment, si elle peut manger, qu'elle mange, mais qu'elle s'occupe bien de l'enfant. Vous voyez, c'est aux parents de fixer les limites. Maintenant, le parent aussi ne doit pas être très strict parce que
La nounou, c'est un être humain. Elle a ses façons d'être. C'est vrai, elle va retransmettre vos valeurs, mais avec son ressenti à elle, avec son vécu à elle. Donc, il faut que le parent comprenne que c'est un être humain. Elle peut avoir des défauts. Elle peut mal faire quelque chose. Comme nous-mêmes, les parents, ça nous arrive aussi. Donc, il faut que le parent soit assez mature, assez équilibré, qu'il ne fasse pas un scandale parce qu'un jour, la nounou a fait ci ou ça. Il faut qu'il s'assure. Quelquefois, elle pensait même bien faire. Généralement, il n'y a pas assez d'emploi. Quand quelqu'un trouve un emploi, généralement, il ne blague pas avec son emploi. Donc, plus ou moins, elles sont de bonne foi. Donc, quand la nounou arrive et qu'elle fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est aux parents de dire non, comme tu as fait là, peut-être tu étais bien intentionné, mais nous ici, on préfère plutôt... Je vais prendre un exemple qui arrive souvent dans les maisons, les cas des églises. Il y a plein d'églises maintenant. Donc, la nounou croit bien faire en priant avec l'enfant. Elle n'est pas mal intentionnée, mais c'est aux parents de dire non, laisse nous-mêmes, on va s'occuper de l'éducation religieuse de notre enfant. Mais vous n'allez pas faire un plat parce que la nounou a prié chez vous. Elle ne savait pas qu'il ne faut pas faire ça, c'est à vous de la recadrer. Donc le parent doit donner des libertés, mais il doit contrôler ses libertés et qu'il sache que plus il va donner des libertés, plus elle aura tendance à aller un peu plus loin. C'est humain, nous sommes tous comme ça. Donc, à un certain moment, il faut quand même qu'il recadre pour dire, même si je veux que tu sois à l'aise dans la maison parce que c'est toi qui gardes mon enfant, quand même, il y a certaines limites. Ici, là, je sais que tu es bien intentionné, mais cette partie, je préfère m'en occuper. Madame Kenki, avec tout ce qui se passe maintenant, on a parfois un peu peur des... Madame Kouké. Kouké, oh là là, j'y arrive. Madame Kouké, avec tout ce qui se passe maintenant, on a parfois peur de confier les enfants aux nounous. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où une nounou que vous avez envoyée enlever un enfant? Malheureusement ou heureusement pour nous, non. Parce que, comme on l'a dit, le fait déjà d'être une agence est un atout parce que quand le client vient vers une agence, il a déjà ce réconfort-là au niveau de la sécurité parce qu'il sait que il vient vers l'agence. Donc, c'est l'agence qui est une personne morale qui répond de tout ce genre de préjudice. Donc, la personne qu'on envoie, en fait, aussi sait quelque part que si elle fait quelque chose, elle va répondre derrière une agence. Donc, pour nous, vraiment, on n'a pas encore eu ce genre de cas. Et dans une logique de prévention, oui. Pour l'avenir, qu'est-ce que vous mettez comme base, comme jalon pour que cela n'arrive pas? Effectivement, comme je vous disais, dans la constitution du dossier que nous demandons et plus encore dans l'enquête de moralité que nous faisons, nous nous assurons, surtout en ce qui concerne tout notre personnel, mais plus encore les nounous, parce qu'on parle ici des êtres humains et encore plus des enfants qui sont très importants. Donc, déjà, on s'assure déjà... comme je vous disais, un plan de localisation, connaître votre maison, avoir une personne qui se porte garante pour vous, même si vous n'êtes pas là, votre extrait de casier judiciaire doit être à jour. Et bien évidemment, nous avons des partenariats avec des institutions. Donc, on fait tout pour vous mettre en tête que vous ne pouvez pas nous échapper. Donc, si vous faites quelque chose d'une manière ou d'une autre, on va vous retrouver. On a eu la dame dans le reportage, elle a parlé de certaines difficultés qui remontent. Comment est-ce qu'un parent se retrouve? Quelles sont les difficultés qui vous répondent le plus souvent? Les difficultés... Quelles nous racontent sur le terrain? Effectivement. Alors, nous, chez nous, on fait souvent une certaine causerie éducative tous les mois avec notre personnel. Alors, nous, ce qu'on a remarqué, que les nounous rencontrent souvent comment dire ça? Étant donné qu'elles sont sous l'influence des parents, elles ont une marge de manœuvre assez limitée au niveau de l'éducation des enfants. Ça veut dire quoi? Alors, je m'explique. Je suis la nounou d'un enfant, mais avant tout, je suis une maman. Alors, l'enfant a commis une bêtise ou alors se comporte mal. Moi, c'est vrai, je suis la nounou, mais je suis d'abord maman. J'ai envie de corriger l'enfant. Mais parce que la maman va se fâcher ou alors la maman va mal prendre le fait peut-être que j'ai puni l'enfant, je ne peux pas vraiment punir l'enfant comme il se doit parce que la maman va soit me gronder ou la maman va mal prendre. Donc, du coup, il y a cette difficulté-là avec les nounous et c'est ce qui nous revient de plus en plus. Donc, pour ça, moi, je dirais, tout dépend de la collaboration qu'il y a entre le parent et la nounou. Et chez nous, en agence, on dit aux parents, en fait, on conseille aux clients
comment on dit ça, déjà aux enfants qui sont en âge de parler, d'observer, parce que les enfants sont des psychologues. Il ne faudrait pas que l'enfant perçoive la nounou comme, comment on dit, je dirais ça comment, comme on dit vulgairement, hein, une bonne où la personne a tout faire. Il faudrait que la maman mette dans la tête de l'enfant que c'est tata. Chez nous, déjà, on n'utilise pas ces termes péjoratifs. On dit c'est tata tel, c'est tata tel, pour que l'enfant comprenne que c'est une personne de la famille ou c'est une personne que je dois aussi respecter comme je respecte papa ou maman. Donc, c'est à partir de là vraiment que l'enfant aussi va respecter la nounou. Et aussi le parent aussi qui peut dire, OK, si l'enfant a fait telle chose, vraiment punir l'enfant, mais tout en restant, comme on dit, douce et ferme en même temps. Voilà. Donc, je reviens sur la nounou tout à l'heure. Elle a dit qu'elles sont parfois confrontées aux parents qui deviennent un peu, qui les stressent, qui deviennent jaloux parce que les accusant de voler l'affection de leurs enfants. Est-ce que vous avez reçu ce genre de cas? Si oui, comment vous avez géré? Oui, ça arrive parfois parce que quand il n'y a pas, comme je disais, une certaine collaboration entre le parent et la nounou, ça arrive fréquemment. Effectivement, comme madame le disait, en fait, l'enfant, surtout en bas âge, est dans une période affective, est dans une période où, puisque l'enfant, même quand on vient à la maison, tu gardes le bonbon à l'enfant. Donc, l'enfant est dans une période où vraiment, il reçoit toute personne qui lui montre une certaine affection. Malheureusement, la maman n'étant pas tout le temps là, cette distinction affective, il y a souvent un relâchement. Mais maintenant, c'est à la nounou, comme je disais, elle ne doit pas, nous on leur dit, vous n'êtes pas là pour remplacer la maman. Non, vous êtes là pour une suite. Donc, c'est aussi à vous de montrer à l'enfant que c'est pas maman, moi je suis pas maman, moi je suis tata. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, quand maman vient, OK, va faire yayato à maman, voilà maman qui est venue, voilà. Donc, il y a des astuces qui permettent en sorte que vous-même, vous la nounou, vous fassiez qu'il n'y ait pas un relâchement affectif entre l'enfant et sa maman. Voilà. Kossameh, comment créer une relation durable avec la nounou? Ça commence dès le début. Lors de votre premier contact, ne prenez pas la nounou comme, madame a utilisé le terme péjoratif, la bonne, la boniche, une sous-personne. Généralement, ça arrive que la nounou soit un peu moins âgée que la femme de la maison. Donc, vous pouvez la prendre. Chez nous, en Afrique, on est très hospitalier. Donc, n'hésitez pas à la prendre comme votre petite sœur. Même si vraiment, elle ne l'est pas, mettez-vous à l'aise. Bon, évidemment, ça va demander quand même une certaine maturité parce que vous n'allez pas commencer à lui raconter vos problèmes intimes, par exemple. Mais vraiment, mettez-la à l'aise. Un jour par semaine, par exemple, moi, je l'ai fait des années avec ma nounou. Un jour par semaine, elle préparait la nourriture de son village. Elle est quelqu'un de l'ouest du Cameroun. Et je lui disais de préparer ce qu'elle veut. Elle dit, tata, il faut acheter ci, il faut acheter ça, d'accord, ça coûte combien? Et nous tous, on mangeait ça. Tout le monde, moi je ne suis pas de l'ouest du Cameroun, mais on mangeait ça. Et on a gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Dans ma famille, on mange tout. Donc on peut trouver un moyen pour la mettre à l'aise. Maintenant, ça peut être dans des cadeaux. Il y a des gens qui sont sensibles aux cadeaux. Nous les femmes, quelquefois, on fait des achats compulsifs. Et puis on se retrouve à avoir plein de choses dans la maison qu'on n'utilise même pas. Si vous avez votre robe ou votre belle paire de chaussures, c'est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça prend la poussière, mais donnez-lui, soyez humain. Et c'est des petites choses quelquefois qui font la différence parce que c'est difficile à dire, mais ces femmes ont plus de pouvoir que ce que nous on pense qu'elle a. Elle est dans le besoin d'argent. Mais ce qu'elle peut faire à notre enfant va nous faire tellement mal par rapport à l'argent qu'on lui donne. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous perdez à... Je sais pas, si vous avez un peu d'argent, donnez-lui. Si vous rentrez du travail, vous voyez quelque chose qui peut... Offrez-lui. Bref, faites comme on fait chez nous en Afrique. Si elle se sent à l'aise, elle va mettre votre enfant à l'aise. Il y a par exemple une petite anecdote où le mari s'est malheureusement retrouvé en train de faire la cour à la ménagère. Et la ménagère a répondu que je ne peux pas faire ça. Tata, elle est très gentille avec moi. Donc c'est juste une parenthèse. Vous comprenez ce que je veux dire? Que quelquefois, ces gentillesses-là ont même plus d'effet que ce à quoi vous pensez. Donc soyons tout simplement humains. Ce n'est pas des sous-hommes. Elles font ce que nous devions faire et dont on doit leur reconnaître ça. Kossameh, pour sortir, quels sont les critères qu'on doit véritablement prendre en jeu lorsqu'il faut embaucher une nounou? Personnellement, moi, j'ai toujours regardé la maturité. Toujours regardé la maturité. Ça tient à l'âge, mais pas seulement.
La maturité, quand quelqu'un arrive chez moi, si vous arrivez chez moi habillé, disons, les tenues très près du corps, par exemple, ou une tenue courte, ou une tenue transparente, je reconnais que c'est votre façon de faire, mais pour moi, vous n'êtes pas assez mature pour travailler chez moi. Donc, il faut une certaine maturité. Il y a par exemple une histoire amusante où la jeune fille est arrivée, elle savait pas mélanger l'eau tiède, et puis la maman en partant lui a dit que tu vas mettre l'eau froide et après tu vas mettre l'eau tiède. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis l'eau froide, elle a mis l'enfant dedans, et puis elle a mis l'eau chaude. Puisque la maman avait dit tu vas mettre l'eau froide et après tu vas mettre l'eau tiède, elle n'a pas compris qu'il fallait faire les mélanges avant de mettre l'enfant dans l'eau, et l'enfant a été ébouillanté. Donc, il y a un certain niveau de maturité que la personne doit avoir. Et ça, vous allez voir dans ses réponses, dans ses attitudes, dans le feeling que vous aurez. Bon, évidemment, il ne faut pas être très strict parce qu'elle vient avec ses acquis. Et puis, vous devrez faire une transition. Mais dans tous les cas, vérifiez comment elle est habillée, quelles sont ses mimiques. Lorsqu'elle parle avec vous, est-ce qu'elle croise les pieds? Est-ce qu'elle se met tellement à l'aise dans votre salon? Il y a des choses quand même qui doivent attirer son attention parce que dans tous les cas, même si elle sera votre petite sœur, elle reste quand même employée. Donc, cherchez la maturité et ça va couvrir beaucoup d'autres choses. Madame Kouké, quel est le conseil que vous pouvez donner aux mamans à la recherche d'une nounou? Alors, bien évidemment, je dirais à toutes les mamans qui sont à la recherche d'une nounou que vraiment, quand vous cherchez une nounou, une assistante maternelle pour votre enfant, pour moi, l'idéal serait d'aller vers des professionnels. C'est-à-dire aujourd'hui avec la conjoncture, les gens pensent toujours que c'est une question de moyens, mais pour moi l'idéal serait aller vers des professionnels, et qui dit professionnel parle d'agence. Pourquoi? Parce que le risque est moindre déjà, parce que là vous avez déjà la sécurité que c'est une agence, c'est une entreprise, donc le personnel que vous prenez là-bas déjà ont une certaine formation, et aussi la sécurité, comme je le disais, parce que c'est avec la conjoncture maintenant, vraiment, c'est un problème, c'est la sécurité. Vous avez cette assurance-là que quand vous vous rapprochez d'une agence, vous avez déjà ce critère-là, vous n'aurez pas les maux de tête comme si vous prenez quelqu'un qui ne vient pas d'une agence, parce que là, vous allez commencer à chercher pourquoi elle n'est pas venue à l'heure, pourquoi elle n'est pas venue du jour au lendemain, elle a abandonné l'enfant. Par contre, quand vous avez une agence, vous savez que vous pouvez appeler et on peut vous trouver rapidement quelqu'un pour pouvoir pallier à la situation. Donc, pour moi, l'idéal, vraiment, rapprochez-vous des professionnels et essayez de, comment on dit, de négocier avec pour trouver le juste milieu, quoi. D'accord, et aussi se fier à son instinct. C'est très important, très important. Nous allons marquer un arrêt, c'est le moment de prendre notre rubrique mots d'enfants. Et ce soir, on s'intéresse aux pellicules chez les enfants, traitement et prévention avec le docteur Angebel Mignonneau, rencontré par Cynthia Nguemo et Thierry Céladet. Les pellicules, ce sont ces croûtes-là qu'on a souvent au niveau du cuir chevelu. Donc quand on gratte cette croûte blanchâtre ou grisâtre qu'on peut être en train d'avoir au niveau du cuir chevelu. Maintenant, toute pellicule ne veut pas dire qu'on a une infection au niveau du cuir chevelu. Les pellicules, dans certains cas, peuvent être dues à une sécheresse du cuir chevelu. Donc parce que la peau est sèche, les peaux mortes là-dedans se traduisent par ces pellicules-là. Maintenant, il y a dans d'autres cas où ce sont des mycoses que vous êtes en train d'avoir, comme on dit souvent, la teigne et autres. Vous pouvez être en train d'avoir ça qui se traduit. Donc, la première manifestation que vous voyez, c'est cette pellicule abondante que vous avez au niveau du cuir chevelu. Mais la plupart du temps, les pellicules, c'est, on va dire, c'est une sécheresse au niveau du cuir chevelu, c'est une mauvaise hydratation au niveau du cuir chevelu, ou alors c'est une infection au niveau du cuir chevelu. Il y a des traitements adaptés pour ces cas-là. Et la plupart du temps, il faut se rapprocher des professionnels qui vont vous mettre le traitement adapté en fonction du problème qu'il y a. Parce qu'une même personne peut avoir plusieurs causes de pellicule au niveau de la tête. Donc en plus de l'hydratation, il faut lui mettre parfois des traitements qui peuvent être des antibiotiques. Ou alors d'autres traitements non médicamenteux pour pouvoir gérer ce problème-là. Si c'est par exemple parce que vous ne séchez pas souvent bien vos cheveux,
que vous commencez donc à avoir ces pellicules-là, il faut donc qu'on vous fasse un bon conseil sur l'hygiène des cheveux pour pouvoir lutter contre ça. Les cheveux de l'enfant, déjà, on doit laver les cheveux de façon fréquente. Donc, quand vous diront, c'est une fois par semaine, pour les garçons, c'est tous les jours. Si vous pouvez laver vos cheveux tous les jours, faites-le. Mais en les lavant, n'oubliez pas toujours de réhydrater le cuir chevelu. Parce que, et en plus, avant d'arriver à l'hydratation, utilisez des savons adaptés à l'âge. Le shampoing qu'on utilise pour les soins des cheveux chez l'adulte ne sont pas les shampoings qu'on utilise chez les enfants. Parce que ceux des adultes sont agressifs pour le cuir chevelu de l'enfant. Utilisez des shampoings adaptés à l'âge. Utilisez des shampoings qui n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur, le plus naturel possible. Et quand vous finissez, donc n'oubliez pas toujours de mettre une crème hydratante sur le cuir chevelu après avoir bien séché les cheveux. Parce que dites-vous que si les cheveux sont mouillés, le cuir chevelu est mouillé, vous mettez encore une huile. Parce qu'il faut faire la différence entre la crème et l'huile. Les cheveux sont encore humides, vous mettez de l'huile. Dites-vous que c'est du gras que vous posez qui va empêcher le cuir chevelu de respirer. Et c'est ça donc qui crée souvent toutes ces croûtes qu'on a là au niveau du cuir chevelu. C'était là notre rubrique mots d'enfant. Place à présent au cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir SOS Parents. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre travail. En tant que mère, je suis comblée. Merci à vos invités pour les précieux conseils. Puisque vous nous donnez cette opportunité, je préfère garder l'anonymat. Je suis mère de 2 enfants, mariée depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. J'ai besoin de votre aide. Je suis une mère désespérée. Ma fille a 9 ans, est au CM2 et fait pipi au lit depuis sa naissance. C'est particulièrement gênant parce qu'elle commence à prendre conscience des restrictions que cela lui impose. Je ne l'envoie presque jamais en vacances ni en week-end dans ma famille à cause de ce problème. J'ai essayé plein d'astuces grand-mère et autres, mais jusqu'ici, rien n'a fonctionné. Ma fille commence à se sentir honteuse, surtout en présence des étrangers à la maison. Elle s'étonne parfois de voir sa petite sœur se réveiller bien au sec le matin pendant qu'elle est toujours mouillée. D'aucuns me disent que je dois l'amener voir un médecin. Je suis vraiment perdue. Son père dit que ça finira par passer, mais c'est loin de me rassurer. Aidez-moi à y voir clair. J'ai peur des répercussions que cela pourrait avoir sur sa vie future. Merci cordialement. Coach Samet, doit-on s'inquiéter face à un enfant qui fait pipi à l'âge de 9 ans, qui fait encore pipi au lit à l'âge de 9 ans? Je peux comprendre cette maman, mais je dirais non. Je dirais non. Je ne sais pas si cette maman elle-même, elle connaît beaucoup d'adultes qui urinent encore au lit. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, à un moment, ça va s'arrêter. Je suis d'accord que habituellement, il y a un certain âge où l'enfant arrête d'uriner, c'est normal. Et puis, quand ça arrive à 9 ans, je reconnais quand même que c'est hors de la normale, c'est hors de la moyenne. Je suis d'accord avec ça. Mais si cette maman se rend compte que beaucoup d'adultes n'urinent plus, ça veut dire qu'à un certain moment, ça va s'arrêter. Donc, c'est un stress qu'il faut gérer et nous sommes là pour en parler. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cet état de choses, Coach? Si j'avais reçu la dame en coaching, je lui aurais posé des questions un peu personnelles parce que quelquefois, il y a des choses qui justifient cet état de fait qui ne sont pas souvent apparentes. Bon, oui, l'enfant a 9 ans, elle urine encore au lit, d'accord, sa petite soeur n'urine plus, oui. Maintenant, il faut savoir pourquoi c'est comme ça, dans quel environnement, où est-ce que l'enfant est né, comment s'est passée sa naissance, est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes, ainsi de suite. Elle-même la maman, elle a uriné jusqu'à quel âge, ou son papa, c'est des choses qu'il faut savoir. On sait que ce n'est pas normal, et encore. On sait que ce n'est pas normal, mais souvent, les origines sont... L'enfant peut avoir eu un traumatisme. Il y a des enfants même qui sont violés.
Et parce qu'ils ont été violés, leur vessie ne fonctionne plus bien. Il y a des enfants qui sont des enfants, je vais dire, très turbulents, très agités. L'enfant joue tellement en journée que lorsqu'il s'endort, le sommeil est tellement lourd qu'il ne sent même pas qu'il a uriné. Lui-même est surpris le matin de se retrouver mouillé, tellement il a joué dans la journée. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Bon, ça peut aussi être une maladie, hein, c'est possible. Donc, il y a des questions où il nous faut la réponse pour pouvoir déterminer. Coach, y a-t-il de honte à en parler? Est-ce qu'on doit isoler cet enfant comme sa maman le fait? Elle ne va pratiquement pas en week-end, l'enfant est toujours à la maison. La réponse est mitigée. Y a-t-il une honte à en parler pour la maman? Pour parler aux spécialistes, non, il n'y a pas de honte, ça arrive. Mais est-ce qu'il y a une honte pour l'enfant? Oui, il y a une honte pour l'enfant. C'est pour ça que vous allez voir que l'enfant se réveille, quand il se sent mouillé, maladroitement, il va prendre les habits, il essaye de couvrir un peu. Certains enfants essayent même de couvrir le matelas. Quand il sort de la chambre, il enlève tous ses habits, il met dans un coin là, c'est l'odeur qui va vous montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de macérer ici depuis plusieurs jours, il porte d'autres habits. Oui, il commence à être honteux, donc c'est un problème. On va voir dans la suite comment lui en parler sans blesser sa dignité. Est-ce qu'il y a une honte pour l'enfant? Oui, c'est honteux parce qu'il sait déjà que ça ne devrait pas être. Mais Coach, pour le parent, non, il faut chercher la solution. Coach, est-ce qu'il faut punir? Moi, je ne conseillerais pas ça. Je ne conseillerais pas ça parce qu'il n'y a aucune preuve que c'est une action qui a été faite sciemment. Généralement, l'enfant lui-même est surpris de ce qui s'est passé. Il est le premier honteux, il est le premier fautif, il est le premier dérangé par la situation. Est-ce que en le fouettant, ça va faire que la nuit prochaine, qui se contrôle, parce que si vous regardez bien, ça veut dire que l'enfant n'a pas un contrôle sur son sphincter, sur sa vessie. L'enfant n'a pas de contrôle. Mais maintenant, est-ce que le fouet fait qu'il aura le contrôle? Je ne pense pas. Ça veut dire qu'il faut chercher d'autres moyens. Mais le fouet, les punitions, je ne pense pas. Il y a plusieurs parents qui le font, qui vont dire en public, hein, voici ton matelas, tu as uriné. Quand l'enfant joue, on dit voilà, quand tu urines seulement au lit pour balayer le sol ici, ça te dépasse. En pensant que lorsqu'on va humilier l'enfant, ça va faire qu'il change. Non, s'il vous plaît, c'est des gestes inconscients. Il fait ça dans le sommeil. Donc, l'humiliation ne va pas vraiment résoudre le problème. Madame Kouké, est-ce que c'est un cas que vous avez déjà rencontré avec les enfants que vous suivez, les nounous qui sont sur le terrain, les enfants que vous suivez au quotidien? Oui, mais moi, je ne dirais pas que c'est un problème comme le cas de cette dame. Oui, parce qu'il y a un âge, effectivement, et chaque enfant a... je vais dire, à ses fonctionnalités. Donc, si un parent estime qu'à 9 ans, c'est un problème, il y a des enfants qui urinent même jusqu'à 15 ans. Mais, le parent est surpris qu'à 16 ans, c'est parti tout seul. Elle n'a rien fait. Donc, moi, je dirais, pour le cas que nous avons eu, les enfants, ils avaient 6 ans, la dame, puisque là, c'était une nounou résidente qui habitait avec la famille. Alors, la dame est venue vers nous pour nous demander comment ça se passe et tout. Bon, c'est vrai qu'on lui a dit que déjà, il y a une, comment on dit ça? Il y a une transition qu'il faut déjà noter. Quand l'enfant sort des couches culottes, et pour être indépendant, il faudrait déjà un accompagnement, un suivi. Par exemple, il y a des mamans qui prennent de temps de savoir que quand l'enfant ne met plus des couches culottes, à une certaine heure, il faut réveiller l'enfant pour que l'enfant, ça reste déjà dans sa psychologie, que voilà, et c'est psychologique parfois. Parce que si vous avez enlevé l'enfant aux couches culottes et après vous ne faites pas un suivi, vous pensez que l'enfant tout seul va arrêter de faire pipi. Non, c'est pas possible. Donc il faudrait déjà, pour moi, à une certaine heure, éviter que l'enfant prenne des boissons. 2 heures même avant d'aller au lit, qu'ils prennent des boissons. Et aussi, ça dépend du rythme de chaque enfant. Si vous savez que mon enfant, par exemple, pisse beaucoup ou ne retient pas facilement les pipis, vous réveillez, vous prenez ça comme un sacrifice, vous vous réveillez, même après 2 heures, vous réveillez l'enfant pour aller faire pipi. Je me dis, avec cet exercice plusieurs fois, peut-être ça va aider l'enfant à ne plus faire pipi au lit. Coach, est-ce qu'il faut nécessairement expliquer à l'enfant ce qui se passe? Oui, quand il est en âge de comprendre, il faut lui expliquer les désagréments, pourquoi ce n'est pas normal. C'est vrai que lui-même, il a déjà sa petite idée, puisqu'il est le seul à faire ça. Et puis tout le monde le regarde avec un regard oblique, lui-même comprend qu'ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut lui dire clairement
les conséquences de cet état. Mais il faut veiller à ne pas lui dire ça dans le sens de l'accuser, dans le sens de le culpabiliser, parce que dans la plupart des cas, il ne le fait pas exprès. Donc, c'est pas pour le culpabiliser, mais qu'il soit quand même conscient qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et certains enfants, si vous réussissez bien à passer cette étape, lui-même s'implique. Comment je peux faire? Maman, non, moi je veux aller uriner. Non, je veux plus boire l'eau. Non, je veux plus boire l'eau. L'enfant lui-même s'implique dans sa, entre guillemets, guérison, parce que vous avez réussi à lui poser ce problème comme un problème commun et ensemble, on cherche la solution. Donc, est-ce qu'il faut lui en parler? Oui. Bon, utiliser les termes qu'il peut comprendre. On va pas dire à l'enfant de 15 ans quelles sont les implications comme à l'enfant de 9 ans, mais il faut en parler. Coach, comment y remédier? C'est compliqué. C'est compliqué parce que les causes aussi ne sont pas les mêmes. Il y a des solutions qui existent sur le marché. Par exemple, il y a des alarmes qui existent. On met ça dans la couche de l'enfant. Et lorsque l'enfant urine, à la première humidité, je vais dire au changement de température, l'alarme se déclenche et ça fait un bruit. L'enfant sursaute, il retient les urines, il court aux toilettes. Bon, vous imaginez que pour un enfant... est-ce qu'on doit remettre les couches à un enfant? À quel âge? À 9 ans. C'est un enfant de 9 ans quand même. Non. À cet âge-là, on ne met plus les couches, bien sûr. On ne met plus les couches. Je veux seulement dire que, enfin, je suis en train de citer les possibilités qui existent. Mais cette méthode a ses limites. Parce qu'en fait, vous coupez brusquement le sommeil de l'enfant et ce n'est pas bien pour son développement. Imaginez un enfant qui dort profondément, qui sursaute, qui se lève et qui se met à courir aux toilettes dans le sommeil. Si l'enfant a un sommeil, il va même cogner le mur parce qu'il court, il va aux toilettes, il ne voit même pas les toilettes, c'est éteint partout. Donc cette méthode, c'est l'une des méthodes drastiques, mais jusqu'ici, la méthode qui marche, c'est réduire les quantités d'eau. Personnellement, je ne conseille pas d'arrêter de donner l'eau à l'enfant parce que l'enfant a besoin d'eau pour son développement. Même son cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. Donc depuis, je ne sais pas, 17h, 18h, vous ne donnez plus l'eau à l'enfant jusqu'à demain matin, son corps va, entre guillemets, être sec et ça va se répercuter. Donc, il faut seulement réduire les quantités d'eau. Pour un début, vous allez vous sacrifier, comme Madame Kouké a dit, vous allez vous sacrifier à vous lever dans la nuit, amener l'enfant uriner pour que sa vessie ne soit pas trop pleine. Mais ce qui est certain, c'est que plus l'enfant va grandir, plus il va avoir du contrôle sur sa vessie. Et vraiment, dans tous les cas, ça finit. Sinon, beaucoup d'adultes continueraient d'uriner au lit. Madame Kouké, c'est une maman qui est visiblement, elle est désespérée. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner pour sortir? Alors, je dirais à cette dame que... pour moi, la situation n'est pas critique. L'enfant n'a que 9 ans et qu'elle essaye. Elle a dit qu'elle a essayé les méthodes de grand-mère, ça n'a pas marché. Alors qu'elle essaie déjà véritablement de trouver la cause, de dialoguer, comme Madame l'a dit, de dialoguer avec son fils et d'appliquer les méthodes simples. Vraiment, si ce n'est pas un problème, si ce n'est pas un problème de santé, qu'elle essaie d'appliquer les méthodes simples, apprendre déjà à l'enfant qui doit se lever plusieurs fois et réduire les quantités d'eau. Et si ça ne marche pas, maintenant qu'elle suive l'avis d'un médecin. Vous aussi, à la maison, pouvez nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de décrypter. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre édition. Merci, Kosameh, d'être venu encore ce soir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Madame Kouké, merci d'être passée sur notre plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Georgette Jimdo à la réalisation, Nicolas Olomotia à la console audio, Evan Getty était à la caméra, Cyril Nantion il a assuré la post-production de tous les éléments diffusés dans cette édition. Chéri Faye s'est occupé de notre maquillage. Merci, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes et n'oubliez surtout pas qu'une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage.